Après 30 jours de jeûne, les fidèles musulmans marquent la rupture par l'Aïd el-Fitr. De Lomé à la Mecque, en passant par les différentes villes du pays, la fête de Ramadan a été marquée par la traditionnelle grande prière. Les échos dans ce journal. Et puis après un long feuilleton judiciaire, le verdict est tombé ce mercredi dans le procès d'Oscar Pistorius. Le champion paralympique sud-africain est condamné à 6 ans de prison pour le meurtre de sa compagne en 2013. C'était les titres de ce journal. À toutes et à tous, bonsoir et bonne fête de Ramadan à tous les musulmans. C'est donc la fête au sein de la communauté musulmane du monde. Ils sont 1,5 milliard sur la planète à célébrer ce mercredi l'Aïd el-Fitr ou la fête de Ramadan. À Lomé, c'est au stade de Kégué que la grande prière de circonstance a été dite pour rendre grâce à Allah pour sa miséricorde durant ce mois de privation. Et c'était en présence du chef du gouvernement, commissaire Lom Klassou. Le compte rendu avec Emmanuel Adjaklou et Tchassina Baga. Cette grande prière marque la fin du jeûne du mois béni de Ramadan. 30 jours d'intenses prières et de privations diverses pour implorer la protection d'Allah et sa miséricorde ici-bas et à l'au-delà. À travers récitation de chapelet et lecture du Saint-Coran, dirigé ici par l'imam Arimiyahu Asimdou, les fidèles ont loué Allah pour sa majesté et sa grandeur. Aussi ont-ils témoigné que le prophète Mohammed est son messager. L'autre temps fort de cette grande prière a été le message de circonstance délivré par l'Union musulmane du Togo aux autorités togolaises, au devant desquelles le Premier ministre Kwame Selom Klassou. Pour le président de cette organisation, la finalité de toute œuvre accomplie par un fidèle musulman est la recherche de la paix. Il s'insurge donc contre tous ceux qui, au nom de l'islam, posent des actes ignobles, emportant des milliers de vies humaines. En effet, comment une religion qui guide l'homme vers la félicité peut être marquée du sceau de violence, de désolation et du manque d'égard pour la vie qui est sacrée. Le Très-Haut a dit au verset 93, Surat 4, celui qui tue volontairement, croyant ou non croyant, aura l'enfer pour un séjour éternel. Il encourt la colère de Dieu. Sa malédiction est un terrible châtiment. Autrement dit, les terroristes, soi-disant djihadistes, se mettent hors de la catégorie des hommes normaux ici-bas et des hommes d'un autre chemin à l'au-delà parce que meurtriers de leur propre espèce. Ils ont également prié pour la paix au Togo, puis imploré la bénédiction divine sur le chef de l'État et tout le peuple togolais. Les récompenses divines liées au jeûne de Ramadan sont nombreuses et la communauté musulmane espère d'abondantes grâces de Dieu pour leurs pays respectifs. Et la meilleure grâce est la paix. Espérons que cette paix se pérennise pour toujours au Togo. Ô Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur, accorde au chef de l'État une très bonne santé. Accompagne-le dans toutes ses missions qu'il effectue pour le plus grand bonheur du peuple togolais. Ô Allah bénit le Togo et tous les Togolais de par le monde. Amen. Fini donc le 1437e jeûne pour les fidèles musulmans dans la joie et d'abondante grâce. Désormais, ils se préparent pour le 5e pilier de l'islam, qui est le pèlerinage à la Mecque. Union de prière donc avec tous les fidèles musulmans du pays. Ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement du stade de Kégué étaient en communion avec leurs frères à la même heure, comme c'était le cas du côté de Tochi et Agoué à Lomé. Lucassi, Robert Potogwe, Christine Péché-Kialoudé. Le terrain de jeûne de Tochi transformé ce jour en un lieu de prière. C'est à l'occasion de la célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr, communément appelée Ramadan. Ici, toutes les grâces sont rendues à Allah, le miséricordieux, pour son assistance pendant les 30 jours de jeûne. Des prières sont également dites en faveur du peuple togolais et ses dirigeants. Tout d'abord, notre pays, le Togo, l'union de tous les fils togolais, acceptation mutuelle entre les fils togolais,
et surtout, la santé et le succès pour le chef de l'État, tout le gouvernement, ainsi que l'Assemblée nationale. L'Aïd el-Fitr marque la fin du mois de Ramadan. À cette occasion, chaque musulman doit s'acquitter d'un impôt, la zakat, destiné aux nécessités selon les Saintes Écritures. Les regards sont désormais tournés vers le 5e pilier de l'islam, qu'est le pèlerinage à la Mecque. Par centaines, les fidèles d'Allah de la préfecture d'Agogne-Uvé se sont déplacés sur le terrain de la localité pour marquer la fin du jeûne de Ramadan. Ils ont accordé leur prière pour le pardon de leurs péchés et remercié Allah pour sa protection et sa miséricorde. Nous avons pu terminer tout le Ramadan du premier jusqu'à la fin du Ramadan. Donc il faut venir ensemble en groupe, venir prier, demander au Tout-Puissant de nous ramener l'année prochaine pour le Ramadan. Les uns et les autres ont exprimé leur gratitude à Allah pour le climat de paix et de sécurité qui règne dans le pays. Nous avons remercié Dieu de nous avoir donné une nouvelle préfecture, la préfecture d'Agoy, et nous avons souhaité que cette préfecture soit bénie. Nous avons aussi prié pour notre pays, le Togo, que notre pays soit en paix, que les dirigeants de ce pays aussi soient en paix et que tout le social, c'est-à-dire l'aspect social, soit amélioré pour que tous les Togolais se sentent à l'aise. Cette grande prière qui met fin au mois saint des musulmans fait suite à un jeûne de 30 jours. Elle ouvre ainsi la voie à la célébration de l'Aïd el-Fitr, encore appelé Ramadan. On a également célébré la rupture du jeûne de Ramadan à travers les prières collectives dans les grandes villes du pays. Un récapitulatif par les images de Sokodé, Kara et d'Aparan avec nos équipes sur place. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le Ramadan, mois sacré dans la religion musulmane. Ce mois s'achève toujours avec l'Aïd el-Fitr ou fête du jeûne de Ramadan. Au cours de l'année, les fidèles musulmans jeûnent un mois durant. Une prescription du Coran pour leur permettre de se purifier. Sur l'esplanade du palais des congrès de Kara, nombreux sont les musulmans qui ont observé la prière de Ramadan, prière dirigée par l'imam de la mosquée centrale de la ville, El Hadj Alassane Tagba. Le jeûne se fait au cours du 9e mois du calendrier islamique. Il contraint les fidèles à une introspection pour une repentance. Le mois de Ramadan est considéré comme un mois béni. Le Ramadan est un mois béni parce que c'est au cours de ce mois qu'il y a plus d'adoration. Et c'est au cours de ce mois que le Saint-Coran a été révélé. Le Saint-Coran qui est le livre de la constitution de l'islam. Donc c'est au cours de ce mois qu'il a été révélé au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un mois plein d'adoration. C'est également au cours de ce mois qu'existe une nuit appelée la nuit du destin, la nuit au cours de laquelle toute la prédestination est faite. Tout ce que l'on sera au cours de l'année, c'est au cours de cette nuit que Allah subhanahu wa ta'ala le prépare. Donc aujourd'hui est un jour de réjouissance et un jour d'adoration également. Nous venons de finir la prière. Maintenant, c'est le tour des réjouissances dans les familles, avec les amis et tous les voisins. Après la fête, les musulmans doivent faire 6 jours de jeûne encore pour compléter les 29 ou 30 jours de carême du Ramadan. L'imam a exhorté ses co-religionnaires à le faire pour être en conformité avec le Coran. Il leur a demandé de raffermir leur foi en Allah et agir selon les prescriptions de la religion qui prône les vertus de l'humilité et de solidarité. El Hadj Alassane Tagba, pour finir son sermon, a prié pour la consolidation de la paix au Togo, la protection d'Allah sur les gouvernants et sur tout le peuple togolais. À Sokodé, la traditionnelle prière pour la fin du jeûne de Ramadan s'est tenue sur le stade municipal de la ville, lieu dressé pour la cérémonie officielle. La prière de fin de carême de Ramadan, Aïd el-Fitr, qui s'est déroulée en présence des autorités politiques, administratives et militaires, au devant desquelles le préfet de Tchaoudjo, le colonel Mompion Matiendou, a été dirigé par l'imam principal de la ville de Sokodé, Patakpani Ali Kamatou Touré. Occasion pour les fidèles musulmans de rendre grâce à Allah
pour les avoir soutenus durant le mois de pénitence, un moment qui permet aux musulmans de se laver des péchés. Il y a un mois spécial dans l'année où le musulman ne doit pas manger pendant la journée. Il mange toute la soirée et très tôt la matinée et c'est fini. Donc dans la journée, il s'abstient de manger, il s'abstient d'avoir des relations charnelles, il s'abstient de dire des bêtises, injurier, calomnier, toutes ces choses. Et faire beaucoup de prières pour soi et pour sa nation. Et c'est le mois aussi où il y a beaucoup de solidarité. Ceux qui sont un peu nantis donnent les moins nantis pour que les moins nantis puissent aussi faire le jeûne. Les fidèles musulmans de Sokodé ont prié pour le chef de l'État, le gouvernement, l'Assemblée nationale et pour les autorités de la préfecture de Tchaoudjo et sur tout le peuple togolais. École de bonne pratique selon les principes musulmans, le mois béni de Ramadan est un moment pieux, une période de prière intense pour se mettre en phase avec Dieu. Ce temps de privation est clôturé par une grande prière, l'Aïd el-Fitr. Les fidèles musulmans de Dapaon sont à ce rendez-vous au grand stade de la ville. À l'image du prophète Mahomet, ils espèrent être comblés de grâce d'Allah, le tout miséricordieux. Et après le jeûne du mois de Ramadan, comme vous le savez, c'est un mois sacré, c'est dans ce mois que le Coran est descendu. Tout musulman est appelé à formuler l'intention la veille pour jeûner 30 jours. Donc nous avons jeûné 30 jours, ceci pour être pardonné de nos péchés par Dieu le Tout-Puissant. Donc maintenant, nous pensons que à ce moment où nous sommes, tout musulman se considère déjà pardonné parce qu'il est recommandé formellement de prier ensemble sur une place dans votre localité. Donc c'est pourquoi nous comptons que notre prière a été exaucée et que Dieu nous a pardonné nos péchés. Même action de grâce partout dans les autres quartiers de la ville de Dapaon et dans les autres préfectures de la région des Savanes. Ils ont prié pour s'éloigner du mal et tendre du jour au jour vers le bien pour s'approcher d'Allah. L'islam, selon le principe sacré, est une religion de paix, de tolérance et de cohésion. Aux fidèles de le méditer au quotidien et suivre les pas du prophète Mahomet. Les fidèles d'Allah ont prié pour le chef de l'État et le peuple togolais. La communauté musulmane de Tone se réjouit de la lettre de Monseigneur Jacques Nyumboset Tukumbe Agnolinda, évêque de Dapaon, qui, tout en souhaitant bonne fête à tous les musulmans, a appelé à l'union des religions. Il a invité les uns et les autres à proscrire de leur vécu quotidien la haine et la violence sous toutes formes. Des poignées de main symboliques pour se souhaiter bonne fête a mis fin à ce grand rassemblement de l'Aïd el-Fitr. Ils sont donc plus d'1 milliard à pratiquer l'islam de par le monde. Au Brésil, pays à majorité chrétienne, on dénombre de plus en plus de convertis à la religion islamique. Les explications dans ce reportage. Mosquée Brasil à São Paulo, le plus grand lieu de culte musulman du Brésil. Dans ce pays ultra-religieux et traditionnellement catholique, l'islam gagne chaque jour du terrain. Siolène est brésilienne et ancienne chrétienne. Il y a 2 ans, elle a rangé sa croix et s'est laissée tenter par Allah. Le message de paix et la rigueur de sa nouvelle religion l'ont séduit. Une décision radicale et de nouvelles mœurs, pas faciles à adopter. En fait, vous savez, nous les musulmanes, on ne salue pas les gens en s'embrassant ou se serrant la main. Parce que pour nous, c'est quelque chose d'impur que de toucher la main d'un homme. Alors vous voyez, ce n'est pas si simple de passer du christianisme à l'islam. Surtout au Brésil. Les Brésiliens ont le contact physique facile, ils sont très libérés. C'est une réalité. Vania, elle, n'avait jamais franchi les portes d'une église. L'an passé, un fidèle de la mosquée l'a convaincue de suivre des cours de religion. 3 mois plus tard, elle s'est convertie à l'islam. Sa famille, ses amis, beaucoup n'ont pas compris son choix. Et régulièrement, elle doit faire face à l'intolérance et aux insultes. Je prends le métro, le bus, et c'est vrai que parfois des gens s'écartent. Ils se moquent de moi. Ils disent que je suis une kamikaze et crient boum.
Les gens pensent que je suis arabe à cause de ma tenue vestimentaire, alors je dois leur expliquer que je suis brésilienne et que l'islam est ma religion. 450 fidèles sont réunis pour la grande prière du vendredi. Des immigrés arabes, africains, des réfugiés et de plus en plus nombreux, des Brésiliens convertis. L'imam de la mosquée vit au Brésil depuis 9 ans. Pas encore assez pour prêcher en portugais. Pour tous ceux qui ne parlent pas l'arabe, le prêche est traduit en simultané. Casque vissé sur les oreilles, le message passe et séduit. Dans cette mosquée de São Paulo, chaque semaine, de nouveaux Brésiliens décident de prononcer la shahada, la profession de foi islamique. Grâce à Dieu, toutes les semaines, tous les mois, il y a beaucoup de Brésiliens qui se convertissent à l'islam. Pas seulement dans notre mosquée, mais partout au Brésil, à travers les 120 mosquées qu'il y a dans le pays. Les messages de paix et d'amour de l'islam, voilà ce qu'aime le peuple brésilien. Les dernières minutes de soleil sur São Paulo sonnent la fin du Ramadan. La mosquée offre chaque soir un repas à ses fidèles. Une aubaine pour les plus nécessiteux, innombrables au Brésil. Les leaders musulmans ont su s'adapter à la réalité sociale difficile du pays. C'est peut-être là une des clés de leur succès. Le Brésil compte aujourd'hui 1,5 million de musulmans, dont 30 à 50% de convertis selon les régions. L'actualité de ce mercredi est également marquée par ce verdict qui met fin à un long feuilleton judiciaire en Afrique du Sud. Oscar Pistorius est condamné à 6 ans de prison par la justice de son pays pour le meurtre de sa petite amie. C'était dans la nuit du 14 février 2013. Prostré, le visage fermé et les traits tirés, Oscar Pistorius écoute la sentence prononcée par la juge au tribunal de Pretoria, en Afrique du Sud. Pour le meurtre de Riva Steenkamp, vous êtes condamné à 6 ans d'emprisonnement. L'athlète sud-africain est condamné pour le meurtre de sa petite amie, la top modèle Riva Steenkamp. En 2013, le sportif handicapé de naissance tue de 4 balles sa compagne lors de la soirée de la Saint-Valentin. Devant la justice, Pistorius plaide alors l'erreur, pensant qu'un cambrioleur s'était réfugié dans la salle de bain. Il écope en première instance de 5 ans d'emprisonnement pour homicide involontaire. Après 1 an passé dans une prison de Pretoria, le sprinter est assigné à résidence pour purger la fin de sa peine. Insuffisant pour la famille de son ex-petite amie. Il y a quelques jours, le père de Riva Steenkamp, en pleurs, réclamait justice à la barre du tribunal. Ça a été très difficile pour moi, votre honneur. Très difficile de pardonner. Mais ça ne change rien au fait qu'Oscar doit payer pour ce qu'il a fait. Il doit payer. En appel, la justice sud-africaine avait déjà requalifié ce crime en meurtre. Dans son réquisitoire, le procureur avait demandé une peine minimum de 15 ans. Autre verdict tombé ce mercredi, cette fois du côté de Paris, c'est la condamnation à la prison à vie de 2 ex-bourgmestres pour crimes contre l'humanité et génocide dans leur pays, le Rwanda. Ils sont reconnus coupables d'avoir conduit des massacres dans leur communauté de Kabarondo lors du génocide rwandais. Et toujours dans l'actualité judiciaire en Côte d'Ivoire, on est loin du verdict final dans le procès de Laurent de Simone Gbagbo. Il est d'ailleurs suspendu pour 1 semaine. L'audience de la cour d'assises d'Abidjan s'est ouverte lundi dernier en l'absence de l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, hospitalisée suite à un malaise. Aux États-Unis, bonne nouvelle pour Hillary Clinton. L'ex-chef de la diplomatie américaine ne sera pas poursuivi suite aux accusations du FBI de négligence dans l'affaire de ses courriers électroniques. La candidate à la présidentielle souffle et reçoit même un soutien de taille, celui du président Barack Obama lors d'un meeting en Caroline du Nord. Elle voyagera peut-être à bord de cet avion l'an prochain. Pour l'heure, c'est en invité qu'elle est montée à bord d'Air Force One. Une nouvelle journée de campagne pour Hillary Clinton et un retour dans cette ambiance électorale pour Barack Obama. C'est ensemble, en effet, qu'ils sont arrivés en Caroline du Nord pour un premier meeting commun. À Charlotte, Barack Obama a loué l'expertise pour le poste de celle qui fut sa secrétaire d'État pendant 4 ans. Tout le monde a une opinion.
Mais personne ne sait réellement ce qu'est le travail avant de s'être assis derrière le bureau. Mais je peux vous dire ceci. Hillary Clinton le sait. Elle a vu de près ce qui implique la prise de ces décisions. Et il n'y a jamais eu un homme ou une femme qui soit aussi qualifié pour ce poste que Hillary Clinton. Un soutien présidentiel dont Hillary Clinton autant profiter pleinement, d'autant que sur le flanc judiciaire, là aussi, la candidate a passé une bonne journée. Ce mardi, le FBI a estimé inutile de la poursuivre dans l'affaire de sa messagerie privée, utilisée à des fins professionnelles quand elle était au département d'État. Une affaire qui risque tout de même d'empoisonner sa campagne. En s'appuyant sur les déclarations du FBI, le candidat républicain Donald Trump a en effet dénoncé dans un tweet un système vicié en référence à cette affaire. Tweeter, ce n'est pas gouverner, lui a répondu Barack Obama en Caroline du Nord. Retour sur le continent et direction maintenant le Niger, précisément dans le nord du pays où arrivent des dizaines de réfugiés nigérians fuyant les exactions de Boko Haram. Et face à la surpopulation des camps, des Nigériens ouvrent leurs portes aux réfugiés. Regardez. Yaba et Adamou Moumouni ne se connaissaient pas et a priori rien ne les prédestinait à se rencontrer. Ali vivait de l'autre côté de la frontière, au Nigeria voisin, puis un jour il a dû partir précipitamment, sans se retourner. On attendait un bateau sur la berge pour fuir Boko Haram qui attaquait notre village. Ils nous ont poursuivis, nous ont tiré dessus. Certains sont tombés et on a perdu des membres de notre famille. Adamou est devenu ma famille. C'est le seul proche que j'ai ici. Adamou a une maison familiale à Difa. Il ne roule pas sur l'or pour autant et a déjà de nombreuses bouches à nourrir. Mais quand Ali s'est présenté à lui, il n'a pas hésité un instant à lui ouvrir sa porte. La souffrance nous réunit. Nous ne nous connaissions pas avant, mais ils ont été victimes de Boko Haram. Nous savons ce qu'ils ont enduré. C'est pour ça que nous les avons acceptés en ces temps difficiles. Et ils sont nombreux, les réfugiés comme Ali, à avoir été accueillis par des locaux. Les camps de la région de Difa sont totalement saturés. Dans la zone, 1 personne sur 3 est déplacée interne ou réfugiée. En tout, près de 250 000 personnes sont sur les routes. Mais les humanitaires sont formels. L'aide aux réfugiés ne peut pas reposer sur la bonne volonté des habitants de la zone, déjà totalement démunis. Pour la 2e année consécutive, les activités agricoles et liées à la pêche sont totalement à l'arrêt. Et déjà, les tensions intercommunautaires se font sentir. Et au Togo, ils sont près de 25 000 réfugiés de 17 nationalités différentes à résider dans le pays. Et grâce à la stabilité et au climat de paix qui règne, certains se sentent même chez eux. C'est le cas de Roméo, un Congolais d'origine qui a réussi son intégration dans notre pays où il est arrivé depuis 18 ans. Son portrait avec Gérard Lagudou. Congolais de Brazzaville, Roméo vit au Togo depuis 1998. Une terre qui lui a offert toutes les chances de réussite. Il a alors embrassé une formation en informatique, la maintenance réseau. Dans les années 2000 déjà, j'avais fini la formation et j'exerçais déjà. J'exerçais avec l'aide des amis et des frères togolais ici, avec un de mon grand frère qui actuellement n'est pas au pays ici, il s'est déplacé. En 2008, Roméo a ouvert son propre centre de formation en maintenance réseau, ordinateur et de l'offset, imprimerie, conception, traitement de tests et bien d'autres. Ça marche bien. Que là où on m'a formé, ce sont eux qui m'ont encore employé. Compte tenu de mes humbles compétences. Donc c'est de là que j'ai pris un départ. Et en 2005, j'étais déjà indépendant. Je n'avais pas encore ouvert, mais on me sollicitait. Et à partir de 2008, j'ai ouvert cette structure. Après 18 ans passés au Togo, Roméo salue l'hospitalité, le climat de paix et d'acceptation de l'autre. Des valeurs qui caractérisent le quotidien des Togolais. Puisque j'ai pris une femme togolaise, alors
c'est l'apogée de la fierté d'être sur la terre togolaise. Le rêve de Roméo reste l'agrandissement de son centre afin de former d'autres jeunes dans le domaine informatique. Âgé de 38 ans, il souhaite la mise sur pied d'un fonds d'accompagnement des réfugiés pour leur faciliter l'insertion socio-professionnelle à travers l'entrepreneuriat. Cette question à présent, savez-vous d'où et comment vous arrivent des milliers de messages électroniques, vidéos, SMS que vous partagez ou recevez chaque jour? La réponse réside dans ce que l'on appelle des câbles. Et ce sont des milliers de kilomètres de ces câbles qui sont déposés chaque année dans les mers du monde. À l'ère de la mondialisation du numérique, je vous emmène à la découverte de ces câbles. Regardez. Des câbles posés au fond des océans pour faire transiter vos emails, vos photos, vos vidéos à l'autre bout du monde. Les câbles sous-marins assurent aujourd'hui 99% du trafic mondial de données. Mais avec l'explosion d'Internet, il en faut toujours plus. Un seul câble comme celui-ci peut connecter 200 millions de personnes. Tout commence avec la fibre optique, un simple fil de l'épaisseur d'un cheveu capable de transmettre la lumière. C'est par cette lumière que transitent toutes nos données. Ça fait 250 microns et ce tout petit fil en verre va recevoir de la lumière et transmettre à tout le monde de l'Internet dans tous les continents. Aline Saison est la responsable du développement de ce site. Nous sommes chez le premier fabricant mondial de câbles sous-marins, un fleuron industriel français. À l'intérieur d'un câble, plusieurs fibres optiques colorées, protégées dans un tube en inox, car les grands fonds présentent de nombreux dangers. En mer, il peut y avoir des agressions du monde sous-marin, des tremblements de terre, des ancres. C'est arrivé d'avoir des dents montées dans notre câble. Comme le câble coûte très cher à réparer, il est solidement tressé, puis entouré d'une nouvelle couche isolante. Objectif, résister 25 ans au fond des océans. Des câbles de communication qui envahissent la planète pour assurer une bonne connexion à chaque habitant, car le trafic de données progresse de 35% par an. Le câble le plus long fait 20 000 km et relie la France à Singapour. Une trentaine d'autres projets sont en cours. Les géants du web se lancent dans la conquête des fonds marins. Ça explose, les Google, les Facebook, il y a des data centers partout, il y a des tas d'applications qui émergent de partout avec le cloud, des vidéos. L'année dernière, c'est la moitié du tour de la Terre qu'on a fabriqué en kilomètres de câbles et qu'on est allé installer au fond des océans. Pour être installé, il faut d'abord les charger. Ce tunnel de 600 mètres permet de relier l'usine à ce bateau câblier français. Nous sommes montés à bord avant son départ pour une mission à l'autre bout du monde, en Alaska. À l'intérieur, une bobine géante dans laquelle sont stockés plus de 1000 km de câbles. Ça y est, vous êtes repartis ? Pendant plusieurs jours, ces hommes vont devoir dérouler la pelote le plus rapidement possible, à la force des bras. Ça a l'air fini. Ouais, ça se voit. Les câbles vont permettre de relier 6 villes du versant nord de l'Alaska, qui aujourd'hui souffrent d'un Internet trop lent. Un enjeu économique majeur pour la région et toutes ses administrations publiques, ses entreprises et ses services de santé. Mais avant d'en arriver là, le capitaine va devoir poser le câble sous l'eau, un travail minutieux. Donc la route du câble a été définie depuis longtemps et grâce à tous ces écrans, tous ces ordinateurs, nous allons positionner le navire jusqu'à, même dans le mauvais temps, au mètre près. Une fois positionné, 2 méthodes pour aller jusqu'à 8 km de profondeur. Soit les câbles sont simplement posés au fond de l'océan. Il y a quelqu'un qui peut prévenir le Beachmaster là, à terre là, qu'on met la charrue à l'eau là. Soit la charrue, cette machine de 35 tonnes, va creuser une tranchée. Les bras du robot peuvent créer un sillon jusqu'à 3 mètres de profondeur sous les sédiments. Le câble est ensuite enterré pour être protégé. Dernière étape, le raccorder à une station terrestre. On va bientôt avoir les câbles sur la plage. Ce type de projet dure 2 ans en moyenne et coûte très cher, jusqu'à 700 millions d'euros pour relier un continent à un autre.
Et nous revenons au Togo où les élèves du pays ont déjà rangé leurs cahiers à presque la fin de l'année scolaire. Une occasion donc de mettre à profit cette période de repos à travers des activités socio-culturelles. Et c'est cette mission que s'est assignée l'association Les Enfants de Saint-Pie au Togo en collaboration avec le ministère en charge de la jeunesse, lançant depuis ce mercredi le projet Activités de vacances utiles, et ceci à l'endroit des élèves de CE2 en 6e. Le compte rendu avec Marceline Tchakpala et Gérard Lagoutou. Les vacances scolaires sont souvent considérées comme un temps de répit et d'arrêt des activités pédagogiques. Il est parfois difficile pour les apprenants de trouver des cadres appropriés pour mettre à profit ces périodes de vacances. Pour mieux encadrer les élèves du cours élémentaire 2e année CE2 jusqu'à ceux de la classe de 6e, l'association Les Enfants de Saint-Pie au Togo AESP lance ses activités de vacances utiles et culturelles à la maison des jeunes à Amadahome Alomé. Ça va leur permettre que malgré qu'ils soient en vacances, de pouvoir s'amuser, mais aussi d'apprendre. Donc avec vacances utiles et culturelles, ils vont apprendre, ils ne vont pas totalement oublier le cahier, mais ils vont aussi s'amuser à travers nos programmes. Nous avons des séances de lecture, nous aurons des séances de jeux socio-éducatifs, nous aurons des séances de contes, nous aurons des ateliers d'art plastique, de chorégraphie et de théâtre. Pour cette première édition des vacances utiles et culturelles, l'association Les Enfants de Saint-Pie au Togo est appuyée par le ministère en charge de la culture et de la formation civique et celui en charge du développement à la base et de l'emploi des jeunes. L'association compte étendre sa cible sur toute l'étendue du territoire national dans les prochaines années. Elle entend ainsi contribuer au développement du pays à travers l'épanouissement socio-culturel des élèves pendant les vacances. Et voilà, c'est sur cette bonne ambiance de vacances scolaires que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise, notamment du côté de Difa et Niamey au Niger et de N'Djamena au Tchad. Et une fois encore, bonne fête de Ramadan à tous les musulmans. Au revoir.